Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Ah oui. Merci pour l'invitation, merci pour la prime, que je dégusterai sous peu. C'est toujours un plaisir de venir ici, dans ce cadre magnifique où il fait toujours beau, à Bunus en plus, donc c'est agréable. Je sais pas pourquoi ça rigole, mais on m'a demandé donc d'introduire cette table ronde sur le choc d'offres. Alors, c'est compliqué d'introduire une table ronde sur le choc d'offres parce que le choc d'offres, c'est devenu un gros mot depuis quelques mois ou quelques années, alors même que le choc d'offres avait été introduit, si vous vous rappelez bien, en 2017-2018, comme la solution pour résoudre la crise du logement. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'oppositions sur cette question du choc d'offres. Il y a d'un côté les partisans, on verra peut-être quelques-uns autour de la table ronde, il faut produire beaucoup en quantité, il faut se fixer des objectifs très ambitieux au niveau national, et des chiffrages à plus de 500 000 logements, etc., etc. Et puis de l'autre côté, il y a une petite musique quand même qui monte depuis maintenant quelques années sur certaines formes de rigueur qu'il faudrait observer dans la production de logements. Certains fixent des objectifs beaucoup moins ambitieux pour respecter notamment la transition écologique. Les mêmes partisans du choc d'offres de 2017-2018, on ne les citera pas, mais aujourd'hui, que ce soit en introduction du Conseil national de la refondation sur le logement ou récemment au travers d'un certain nombre de publications de l'administration, essaye d'expliquer qu'en fait, on aurait suffisamment de logements en France et qu'en mobilisant la vacance, en réglementant un peu les meublés de tourisme, etc., on arriverait, en produisant, je sais pas, 250 000, 300 000 logements par an, on arriverait à résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, de fait, cette introduction est complexe. Alors, comme on est dans une période où il faut chercher une majorité, je vais essayer de m'y atteler sur cette question du choc d'offres et du logement, déjà en se mettant peut-être d'accord sur le constat. Et en fait, le constat, j'ai tendance à penser qu'il est plutôt partagé. On le verra, j'espère, tout au long de cette journée. Mais le premier constat, c'est qu'on subit une crise historique de la construction. Bon, on n'a jamais distribué aussi peu de permis de construire, on n'a jamais mis en chantier aussi peu de logements. Alors, il y a sûrement une partie de cette crise qui est vue de façon, j'allais dire, positive pour ceux qui jugeaient qu'on produisait trop de logements, mais on ne peut pas nier le fait qu'à court terme, conjoncturellement parlant, il y a un déficit de production de logements neufs. A contrario, je pense que tout le monde est d'accord, enfin en tout cas les chiffres le disent, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on est un pays en France où on a voulu réconcilier les Français avec l'acte de bâtir. Catherine Sabat, qui doit être quelque part par là, s'est chargée d'encadrer un groupe de travail du CNR sur cette question-là. Les Français, historiquement, ne sont pas fâchés avec l'acte de bâtir. On est le pays de l'OCDE qui, au cours des dernières années, en tout cas jusqu'à 2019, avons produit le plus de logements rapportés à son nombre d'habitants. Et on est le pays de l'OCDE qui compte le plus de logements, deuxième pays de l'OCDE qui compte le plus de logements rapportés à son nombre d'habitants. Donc on sait produire du logement. On en a déjà produit beaucoup dans une période qui n'était pas si lointaine que ça. Et là-dessus, il y a aussi une certaine forme de consensus. Ce que disent les études économiques sur cette question du choc d'offres, c'est que le choc d'offres, là encore, sauf si je suis passé à côté de certains papiers, mais Jacques Frigitte, qui était là il y a quelques années, nous avait fait une très bonne revue de la littérature sur ce que dit la littérature économique sur les effets sur les prix immobiliers de la production supplémentaire de logements. Et ces études ont tendance à montrer que, en France en tout cas, le choc d'offres ne fait pas baisser les prix, ou en tout cas fait baisser les prix à la marge. Donc la question, quand on lit ce type d'études-là, la question qui se pose, c'est pas tant combien il faut produire de logements que quel logement on produit, à quel prix pour produire du logement moins cher. Là encore, je pense, je me trompe peut-être, mais il y a un relatif consensus là-dessus. Il y a une autre étude qui montre d'Idéal, que je vous invite à lire, que dans cette veine-là de quel effet du choc d'offre sur les prix, c'est dans les communes où on a le plus produit de logements que les prix ont le plus augmenté. Bon,
Donc présenter le choc d'offre comme une solution, comme ça a pu être fait, une fois de plus, il y a quelques années, comme la solution pour faire baisser les prix, il n'est pas certain que ce soit le cas, parce qu'en réalité, vous le savez tout aussi bien que moi, quand on produit du logement, on crée de l'attractivité sur les territoires, on renouvelle des quartiers, etc. etc. Et donc, en réalité, on entretient, on a des logements de meilleure qualité aussi, on entretient des prix qui sont élevés. Donc ça, c'est pareil, c'est normalement à mettre dans la catégorie du constat sur lequel on devrait tous à peu près être d'accord. Quand on a dit ça, ça ne veut évidemment pas dire, et pour le coup je ne trancherai pas ce sujet de combien il faut produire de logements, parce que j'ai envie de sortir vivant de cette assemblée. Donc je laisserai la table ronde décider d'un chiffre, se mettre d'accord sur un chiffre, mais il n'est pas certain que, en tout cas, il faille annoncer des objectifs très ambitieux dans un objectif de faire baisser les prix. Un autre constat sur lequel on est d'accord, et j'imagine que Christophe Robert reviendra là-dessus, c'est sur le déficit de logements de qualité qu'on observe en France. On a plus d'1 million de personnes qui n'ont pas de logement. On a 4 millions de personnes, selon la Fondation Abbé Pierre, qui sont mal logées. Alors, ces situations de mal logement ne génèrent pas forcément des besoins en logement neuf, mais le fait est qu'il faut à un moment gérer ces situations-là et leur apporter une solution. On a battu des records en termes de demandes de logements sociaux, 2,6 millions de ménages qui ont fait, il y a quelques mois en tout cas, une demande de logement social sur les demandes actives. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut construire 2,6 millions de logements sociaux. Ce n'est pas ça la question. Mais il y a un moment, dans ces 2,6 millions de ménages, ça veut dire qu'il y a 2,6 millions de ménages qui ne sont pas satisfaits de leurs conditions de logement. Et donc, il faut à un moment leur proposer une solution. Ça peut être du logement neuf, ça peut être de la réhabilitation, ça peut être juste de la mobilité dans le parc existant. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème quand il y a 2,6 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social. On ne peut pas dire non plus qu'il n'y a pas de problème, on a suffisamment de logements quand il y a... Là encore, c'est une étude de la Fondation Abbé Pierre qui est sortie il n'y a pas longtemps, enfin appuyée par la Fondation Abbé Pierre, quand il y a plus de 2000 enfants qui dorment à la rue chaque soir. On peut se cacher derrière son petit doigt en disant non mais en fait il y a suffisamment de logements, il y a de la vacance, tout ça, mais le fait est que ces chiffres, c'est des chiffres en dur qu'on observe, ils doivent normalement faire relativement consensus, et donc il faut se baser sur ce diagnostic-là, à mon avis, en tout cas pour réfléchir à la question du choc d'offre, à la question du logement pour tous. Il y a évidemment les besoins, si on est sur cette question des besoins en logement, les besoins qui vont être liés au changement climatique. On sait, là encore, c'est documenté, l'effacement du trait de côte, ça va se traduire par la disparition de quelques milliers de logements. Il faut à un moment répondre à ça. Le gonflement des argiles, la sécheresse, etc. Tous ces phénomènes-là vont générer à un moment des besoins en logement qui sont, pour le coup, assez faciles à anticiper. On était mentionné tout à l'heure la question des étudiants. La question des étudiants, la question du changement climatique, les phénomènes de décohabitation sont un peu plus complexes à appréhender, mais sur un certain nombre de questions, on est capable de savoir quel sera le besoin en logement, quel choc d'offre sera nécessaire dans les années à venir lié à ces phénomènes-là. Un dernier point peut-être qui, à mon avis, là encore fait consensus et qui devrait faire l'objet d'une majorité, c'est la question de la métropolisation. C'est-à-dire qu'on parle... On a souvent une approche du choc d'offres à l'échelle nationale. C'est important de refaire un peu d'économie urbaine. Je reçois des gouttes, mais ça ne doit pas venir du ciel, je pense. C'est la question. On a longtemps, en France, et pas qu'en France d'ailleurs, hein, dans l'ensemble des pays développés, poursuivi une logique d'efficacité économique en agglomérant, en concentrant, en métropolisant l'emploi et les activités économiques. Bon. C'est un choix qu'on a fait. Il y a souvent deux choix en économie urbaine, une logique d'efficacité et une logique d'équité territoriale. On a plutôt poursuivi une logique d'efficacité, potentiellement au détriment de l'équité territoriale. Mais donc cette logique d'efficacité, de
de la recherche de gains de productivité liés à l'agglomération des activités économiques, elle a de fait généré un besoin en logement très important dans les métropoles, dans les grands centres d'emploi. Ça, c'est pareil, c'est très bien documenté. On voit bien encore aujourd'hui sur des études récentes de l'INSEE que les déplacements domicile-travail ont tendance à s'accroître, même sur la période très récente. Les gens vont habiter de plus en plus loin de leur emploi. Alors, certains par choix, purement par choix, j'allais dire, en plus avec le développement du télétravail. Mais il y a aussi un certain nombre de déplacements domicile-travail qui sont subis. Parce qu'on n'a pas les moyens de se loger à proximité parce qu'il n'y a pas de logement, parce qu'on n'a pas les moyens de se loger à proximité parce que le logement est trop cher, etc. etc. Et donc ça génère de fait aussi un besoin en logement qui est extrêmement important, qui est compliqué à chiffrer. Ça me permet de faire la transition avec peut-être la deuxième partie de mon propos qui est, là c'était un peu sur ce qu'on sait, et puis on va bien être obligé de faire un point sur ce qu'on ne sait pas encore, mais qu'on saura à la fin de cette journée et de la table ronde. Mais on a du mal à quantifier ce besoin lié notamment au déplacement professionnel, ce besoin lié aux envies, aux appétences d'un certain nombre de ménages. On entend beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses sur les ménages qui allaient fuir les villes après le confinement pour aller s'installer dans la campagne. Alors on a vu ces phénomènes-là, on ne les a pas vus massivement. Donc il faut continuer, à mon avis, à créer des données, de la science, j'allais dire, sur ces questions-là pour, avant même de parler de choc d'offres, réussir à répondre à un certain nombre de questions sur le chiffrage du besoin. En réalité, sur cette question du chiffrage du besoin, on se bat beaucoup sur les chiffres, plus de 500 000, moins de 300 000 sur la production, mais on est assez aveugle. Ou alors, une fois de plus, je suis passé à côté d'une littérature abondante, mais il n'y a pas aujourd'hui de moyens simples, consensuels, de chiffrer le besoin en logement. On fait un certain nombre d'études, on fait des projections démographiques, on nous dit globalement, si on prolonge les tendances passées, voilà combien on devrait avoir de ménages, on va prolonger les tendances en termes de décohabitation, etc., etc. Mais en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas si demain, les gens ne vont pas se remettre en couple après avoir divorcé ou s'être séparés massivement. On sait que cette augmentation très importante du nombre de familles monoparentales a généré des besoins en logement qui sont extrêmement importants, des besoins en logement abordables notamment. On n'a pas d'idée là-dessus. Sur la partie territoriale, parce que c'est aussi la question de la journée, on a un certain nombre d'objectifs locaux en Île-de-France, dans un certain nombre de grandes métropoles, mais aussi localement dans des territoires moins... si ce n'est moins tendu, en tout cas moins dense. On a des objectifs locaux de production, mais qui plus souvent reposent sur des données, on va dire, fragiles, pour parler, plus pour sortir vivant de cette assemblée. On n'a pas d'outils simples, transparents, clairs sur comment on fait pour chiffrer le besoin en logement d'un territoire. Et pire que ça, comment on fait pour mettre en cohérence ce besoin local avec le besoin local d'à côté, comment on fait pour agréger ça, comment la somme des objectifs locaux fait un objectif national. Il y a des outils qui sont développés, Othello, dont vous avez peut-être connaissance, mais qui reposent une fois de plus sur un certain nombre d'hypothèses sur lesquelles les acteurs ne sont pas d'accord entre eux. Vous allez avoir un territoire qui va s'emparer d'un outil comme Othello, qui va rentrer dans la machine un certain nombre d'hypothèses démographiques, des tendances de mobilisation du parc existant, etc., etc. De là va sortir un chiffre. Le territoire d'à côté, s'il a des hypothèses qui ne sont pas du tout cohérentes avec le territoire en question, il va sortir un chiffre, mais on ne pourra pas sommer les deux pour dire c'est quoi le besoin. Et aujourd'hui, on a besoin, moi j'ai tendance à penser que... un ministre qui était là l'année dernière, mais qui n'est plus ministre, disait il faut sortir des objectifs nationaux. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille sortir des objectifs nationaux. Je pense qu'il y a une responsabilité de l'État dans sa mise en place, notamment de la politique du logement et des moyens alloués à la politique du logement. Il y a une responsabilité de l'État dans la production de logements. Donc, il est important que l'État s'engage sur un objectif de production, mais il faut que cet objectif corresponde à une réalité, et potentiellement, il faut que cet objectif soit la somme d'objectifs locaux, territorialisés et construits,
j'allais dire, de façon cohérente. Et là-dessus, on est assez aveugle. Sur la question du déficit, là, je parlais du flux de logements à produire, mais sur la question du stock et du déficit de logements, là encore, on a les chiffres de la Fondation Abbé Pierre qui nous disent, qui sont en fait les chiffres de l'INSEE en grande partie, mais qui nous disent il y a tant de situations de mal logement, on est capable de regarder assez finement les situations de mal logement, mais on a beaucoup de mal à localiser ces situations de mal logement. La métropole de Rennes a mis en place un observatoire du mal logement, mais c'est encore des pratiques qui sont assez marginales. Donc on a du mal à localiser le déficit de logement ou la nécessité de production de logements pour ces ménages mal logés. Et là encore, il y a un vrai besoin. Alors, pas forcément un besoin d'investissement public dans les données, mais il y a un vrai besoin de connaissances, à mon avis, pour se fixer des objectifs de production au niveau local. Encore faut-il avoir une idée, certes des flux, mais aussi du stock de logements nécessaires pour répondre aux situations de mal logement ou de non-logement. Et là-dessus, on est assez aveugle. Il y a le point des étudiants qui a été mentionné, qui là est plus facilement documentable. Donc il y a à mon avis un certain nombre, et j'espère que des solutions émaneront de la table ronde riche qu'on aura juste après, mais je pense que c'est important de faire cette distinction entre ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on manque de connaissances, et que collectivement on essaye de nourrir ces connaissances. Sur les solutions, alors je ne vais pas m'attarder trop sur les solutions, parce que là, pour le coup, elles sont potentiellement moins consensuelles. Donc, essayer de sortir des solutions consensuelles, c'est compliqué. Mais il y a cette question besoin local, besoin national, qui, à mon avis, doit être traitée, alors qui est compliqué à traiter, parce que Jean-Claude Drian, qui doit être dans l'Assemblée, on se bat beaucoup sur ces questions-là. On se bat gentiment, hein, mais sur la question de savoir si est-ce que la somme des besoins locaux fait un besoin national. Certains pensent que non, parce que les besoins locaux ou les objectifs locaux de production émanent de politiques locales de l'habitat. Moi, j'ai tendance à penser qu'on peut faire les deux, c'est-à-dire il peut y avoir des objectifs politiques locaux de production, et puis, il peut y avoir un espèce d'objectif, j'allais dire, consensuel, et qu'à un moment, il faut réagréger ces objectifs consensuels pour faire un objectif de production au niveau national. Mais donc, à mon avis, il y a cette question-là du local versus national qui doit se poser. Il y a la question du rôle de l'État, quand même. On a beaucoup parlé ces derniers mois, on en parle un peu moins aujourd'hui, mais de soit territorialisation, soit décentralisation. Est-ce qu'on décentralise vraiment les politiques de logement ? Quand on voit les inégalités territoriales à l'œuvre, quand on voit que certes il y a des territoires qui s'emparent de la question du logement et qui s'en emparent de manière extrêmement volontariste, et puis d'autres qui soit s'en emparent pas, soit s'en emparent mal, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de donner tous les pouvoirs au local si on poursuit un objectif de cohésion territoriale ? Je sentirais que j'ai posé la question de façon un peu... Je vous ai donné un bout de ma pensée quand même. Il y a évidemment la question de la mobilisation du parc existant. Alors aujourd'hui, la première table ronde s'appelle du choc d'offres au logement pour tous. Je crois que l'année dernière, c'était de la transition écologique au logement pour tous. Cette question de la mobilisation du parc existant, elle est évidemment centrale. Vous avez peut-être vu qu'il n'y a pas très longtemps, une étude de la DG Trésor était sortie sur comment on fait pour faire court, parce que vous l'avez peut-être lu, mais il y a un certain nombre de communes dans lesquelles on produit du logement alors qu'il y a un taux de vacances qui est élevé. Et donc, en nous laissant comprendre que ce n'était pas forcément normal de produire du logement là où le taux de vacances était élevé, en réalité, ça dit, à mon avis, quelque chose de la structure de l'offre existante. Et que, certes, il y a des logements qui peuvent être mobilisés, qui doivent être mobilisés. Peut-être que ce n'est pas forcément les logements vacants en priorité, peut-être qu'il y a des choses à faire sur les résidences secondaires. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce que je sais que c'est un sujet qui est un peu concernant dans la région, mais pas que, dans les grandes métropoles aussi. Mais
à mon avis, il faut sortir de l'opposition. Soit il faut construire du logement neuf, soit en fait on a quelques millions de logements vacants et on va résoudre le problème en mobilisant la vacance. Quand on regarde où se trouve la vacance, elle est globalement dans, j'aime pas l'appeler comme ça, mais alors l'INSEE a trouvé un nouveau terme, c'est la diagonale en sous-densité. Avant, on l'appelait la diagonale du vide, mais c'est ici qu'il y a beaucoup de logements vacants. Donc, de fait, c'est des territoires qui sont, en tout cas quand on regarde au niveau macro, assez peu attractifs. Donc il n'est pas certain qu'à court terme, la mobilisation de ces logements-là, on ne va pas dire aux actifs des grandes métropoles d'aller habiter dans la diagonale en sous-densité pour résoudre le problème du logement. Ça semble relativement absurde. S'il y a des communes qui continuent à produire alors qu'ils ont des logements vacants, c'est bien que les logements qui sont vacants ne correspondent pas à la demande sur leur territoire. Et donc, plutôt que de dire il faut qu'ils arrêtent de construire, peut-être qu'il faut réfléchir un tout petit peu à une restructuration de l'offre existante, ou alors peut-être juste il faut démolir un certain nombre de logements vacants dont personne ne veut, pour repartir sur des bases saines. À mon avis, il faut avoir une réflexion quand on est sur cette question de l'aménagement des territoires, et là encore, il y a un certain nombre de prises de parole aujourd'hui qui traiteront du sujet sur ce lien entre emploi et logement. Alors on parle beaucoup du lien emploi-logement aujourd'hui en disant il faut trouver un logement pour les gens qui ont un emploi. À mon avis, il faut aussi se poser la question de savoir est-ce qu'on continue à concentrer l'emploi dans des endroits où il n'y a pas de logement disponible en tout cas. Je l'ai dit, on a beaucoup concentré l'activité. Si on refait, je ne vais pas faire un cours d'économie urbaine ici, mais si on lit un peu la littérature sur l'économie urbaine, on identifie deux causes à la concentration des activités, ce qu'on appelle les causes de première nature, qui en gros sont l'environnement, la géographie, voilà, ce que vous avez devant les yeux. Et puis, ce qu'on appelle les causes de seconde nature. Les causes de seconde nature, c'est le fait qu'en agglomérant, en concentrant l'activité, en réalité, on a des gains de productivité. Et donc, du coup, les gens ont tendance à localiser leurs industries et leurs activités sur des territoires où ces gains de productivité sont observés. Et donc, ça, c'est ce qui explique, pour faire très très court, les phénomènes de métropolisation qu'on a observés dans les pays développés, notamment au cours des dernières décennies. Mais peut-être qu'il faut réfléchir autrement. Peut-être qu'il faut se dire on va déconcentrer l'emploi. Peut-être qu'en déconcentrant l'emploi des grandes métropoles, on va parvenir à un moment du coup, à relocaliser la demande en logement là où justement il y a des logements disponibles. Il me reste apparemment 20 minutes, donc on est bien. C'est pas 20 que tu as dit ? Ah d'accord. Et donc, sur cette question du choc d'offres, il ne faut pas dissocier, à mon avis, à la fois la question de la cohésion territoriale et la question de l'emploi, non pas en termes de réponse à court terme, mais en termes, on le voit bien, sur les grandes politiques de réindustrialisation. J'en citerai pas ici, mais il y en a dans un certain nombre de villes où on décide de réinjecter massivement de l'emploi. Alors évidemment, tout le monde s'en félicite, mais derrière, l'offre de logement ne suit pas. Et donc, il y a une nécessité à produire du logement massivement et rapidement, peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à ce lien emploi-logement. Pour finir, parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que on n'a plus de ministre du logement. Donc on peut réfléchir sereinement, collectivement, à un certain nombre de solutions. C'est évidemment des sujets qui sont extrêmement compliqués. La question de la table ronde, et vu que mon boulot c'était de l'introduire et que je ne l'ai pas du tout fait, je vais peut-être m'y mettre maintenant qu'il me reste 1 minute, c'est en gros de répondre à la question: comment on fait dans un contexte où on a l'impression quand même qu'on va produire un peu moins de logements dans les années qui viennent que ce qu'on a produit par le passé? Comment on fait pour choisir quel logement on construit? Est-ce qu'on met la priorité sur les pauvres? Est-ce qu'on met la priorité sur les jeunes? Est-ce qu'on met la priorité, comme c'était décidé il y a quelques mois, sur des espèces de classes moyennes supérieures, en imaginant que du coup, en répondant aux besoins en logement de ces ménages-là, on allait fluidifier la chaîne du logement? Je sais, c'est un peu alambiqué, mais c'était les solutions qui étaient proposées il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, comment, en gros, on fait mieux avec un peu moins? Et donc, j'espère qu'on aura les réponses à toutes ces questions dans pas longtemps. Merci.